Bonjour à tous. Je m'appelle Marianne Girard. Je suis présentement stagiaire postdoctorale à l'Université de Montréal sous la supervision de Marie-Marthe Cousineau et Mylène Fernet, donc en criminologie. Mais j'ai effectivement fait un gros 6 ans de doctorat en sexologie à l'Université là, du Québec à Montréal sous la direction de Natacha Godbout. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter une partie de ma thèse, qui est la partie un petit peu plus qualitative, qui est généralement celle aussi qui est peut-être plus parlante ou qui suscite un intérêt là, davantage pour les praticiens et praticiennes. Je vais partager mon écran. C'est beau? Super. La présentation d'aujourd'hui s'intitule Je cherchais l'amour, comprendre la revictimisation à travers le récit des femmes survivantes. D'abord, qui est un sujet quand même assez particulier. La sage-femme se concentre notamment sur les violences faites envers les filles et les femmes, mais beaucoup la violence conjugale. Alors, j'arrive avec un sujet un petit peu plus spécifique peut-être, qui est la revictimisation. Qu'est-ce que c'est? Ça fait référence, en fait, à une expérience de victimisation qui est subséquente à une précédente expérience de victimisation, d'où le terme revictimisation. Euh, dans la littérature, dans la réalité, ce qu'on voit, c'est que la revictimisation, c'est pas toujours des victimisations qui sont de même nature. Donc, on peut vivre une première expérience de victimisation physique et vivre une expérience de victimisation sexuelle subséquente. On va quand même parler de revictimisation dans ce cas-ci. Mais il y a une temporalité. Donc, ça ne doit pas être au même moment dans la vie. On va généralement parler de revictimisation lorsqu'il y a une expérience qui a été vécue à l'enfance ou à l'adolescence, puis ensuite à l'âge adulte. Donc, il y a vraiment un aspect de temporalité et aussi que c'est des personnes différentes, donc perpétrateurs, perpétratrices de violences, des agresseurs différents au travers le temps. Donc, on peut voir que c'est différent que l'expérience de victimisation qu'on va dire chronique ou répétée. Donc, vivre dans un contexte de violence conjugale notamment, donc avoir constamment des expériences de victimisation de la part du même partenaire ou de la même partenaire. On va parler plus de victimisation chronique ou répétée et on va pas parler de revictimisation. Ça, c'est vraiment plus en termes théoriques quand on parle de la recherche. Et c'est aussi comme ça que je vais en parler dans le cadre de ma thèse. Donc, vraiment des expériences distinctes, mais qui peuvent avoir eu lieu là, à plusieurs moments de vie. Donc, c'est quoi les prévalences maintenant? Lorsqu'on parle vraiment de ce phénomène spécifique qu'est la revictimisation, il y a une méta-analyse qui a été faite là, en 2019. Ça, c'est l'analyse de plusieurs études qui ont été faites là, quantitatives sur le sujet de la revictimisation, qui a montré qu'en moyenne, une personne survivante d'agression sexuelle en enfance sur deux va avoir vécu une expérience de revictimisation sexuelle dans leur vie. Donc, que ça soit en contexte conjugal ou non, c'était toutes sortes d'expériences, mais avoir vécu une expérience d'agression sexuelle en enfance était vraiment là, un prédicteur fort de revivre une expérience de violence sexuelle là, à l'âge adulte. Quand on se regarde vraiment à la revictimisation, en contexte de relations intimes, en contexte de violence conjugale, ce qu'on voit, c'est que chez les femmes qui ont vécu des agressions sexuelles en enfance, sont 2 à 5 fois plus à risque que les femmes qui n'ont pas vécu des agressions sexuelles en enfance de vivre de la violence conjugale à l'âge adulte. Donc, ils semblent vraiment avoir un parcours de vie euh, de victimisation chez les femmes qui ont vécu là, des violences sexuelles en enfance. Dans le cadre de ma thèse, je regardais de façon similaire, plus au sein d'un échantillon clinique de femmes qui consultaient des services en thérapie sexuelle ou en sexologie. Puis ce qu'on voyait, c'est qu'environ une survivante de violences sexuelles en enfance sur 5 a vécu de la revictimisation en contexte là, conjugal, physique ou sexuel de la part de leur partenaire.
Donc, à l'inverse, cela veut dire aussi que beaucoup des personnes qui consultent pour des services en violence conjugale ont un historique d'agression sexuelle en enfance. Maintenant, je vous amène un petit peu plus vers qu'est-ce que j'ai voulu faire dans le cadre de ma thèse. Ce qu'on, on a les chiffres pour parler de l'expérience de revictimisation. Mais on en connaît beaucoup moins sur l'expérience vécue de ces femmes-là quant au phénomène spécifique de la revictimisation. Donc, ce qu'on a, c'est beaucoup d'études qualitatives qui ont porté sur l'agression sexuelle en enfance ou la violence conjugale à l'âge adulte. Et c'est comme les thèmes qui portaient, comme sur lesquels les études portaient. Mais il y a énormément de croisements. Donc, ce qu'on voyait dans la littérature qualitative, c'est qu'il y avait énormément de femmes survivantes de violences conjugales qui parlaient de leur expérience de maltraitance, de violence sexuelle qu'ils ont vécu auparavant, et des femmes qui venaient parler dans les études de leur victimisation en enfance, la violence sexuelle, puis que parlaient aussi des violences qu'elles ont subies par la suite dans les relations amoureuses, par exemple à l'adolescence. Et donc, ça faisait quand même partie de leur discours, mais ce qu'on a, c'est une vision un petit peu plus fragmentée du phénomène de la revictimisation. Donc, il y avait une absence de synthèse donc, sur les perspectives des femmes qui ont survécu à la revictimisation, à ces deux types d'expériences-là, donc soit l'agression sexuelle en enfance et la violence conjugale, puis de voir un peu leur compréhension par rapport au fait qu'elles ont vécu des expériences multiples de victimisation par différents perpétrateurs, perpétratrices. Donc, une métasynthèse qualitative, puis là, je vous vends le punch, c'est ça que j'ai fait. Ce que ça voulait faire, en fait, c'est d'essayer de faire une synthèse pour un portrait plus complet des éléments qui ressortent des récits des femmes qui ont vécu ces expériences-là. Euh, pour avoir aussi une compréhension un petit peu plus contextualisée et nuancée selon leur propre perspective de vie, puis de donner une voix aussi aux survivantes. Et donc, dans le fond, la métasynthèse qualitative, c'est vraiment de prendre la littérature qualitative qui a été faite jusqu'à présent sur les thèmes nommés, donc agression sexuelle en enfance ou violence conjugale, et de ressortir lorsqu'il y est question de revictimisation, pour ensuite refaire une interprétation euh, selon ce que les femmes ont mentionné. Donc, les objectifs de cette étude-là que je vais vous parler le plus en détail aujourd'hui, c'était vraiment de documenter un peu les similitudes, les points communs qui ressortent dans la façon que les femmes survivantes vont parler de leurs expériences de victimisation multiple, donc agression sexuelle en enfance et revictimisation en contexte conjugal, et de mieux comprendre le sens que les survivantes donnent à leur historique de victimisation multiple, comment qu'elles comprennent cette trajectoire de vie-là d'avoir vécu de la violence là, en plusieurs moments dans leur vie. Ça permet, en fait, c'est ça, d'avoir une compréhension plus intégrative, plus riche par rapport au phénomène de la revictimisation en utilisant les récits même des femmes, puis de voir un peu c'est quoi leur vision d'elles-mêmes, des autres, des relations intimes et du monde après avoir vécu là, ces expériences. Est-ce que je vais trop vite? Ça va? Donc, comment on fait ça, une métasynthèse? Évidemment, c'est pas nécessairement comme une procédure ou une méthodologie commune, et c'est une méthodologie particulière. D'abord, ce qu'on fait, c'est une revue systématique des études qualitatives qui ont été réalisées là, sur le sujet qui nous intéresse. La revue systématique a été faite entre février 2021 et mai 2022 dans ce cas-ci, à partir de 4 bases de données. Ensuite, on décrivait un peu des critères d'inclusion des études qu'on allait regarder. Il y avait 5 critères dans mon cas. Donc, d'abord, les études devaient comporter là, des entretiens avec des extraits de verbatim. Je voulais pas faire l'analyse
de l'interprétation des chercheurs. Je voulais vraiment faire l'analyse des récits des femmes. Donc, comment est-ce qu'elles parlent de leur propre vécu. Et pour ça, je devais avoir des extraits. Les études devaient avoir été rédigées en anglais. Dans ce cas-ci, en fait, c'est vraiment une question aussi de comparaison des extraits de verbatim là, tels qu'ils sont rapportés dans la littérature qui permettait une plus grande facilité de comparaison. Les participantes devaient être des adultes, donc âgés de 18 ans ou plus. Les études devaient porter sur le point de vue des survivantes elles-mêmes. Donc, beaucoup des études qualitatives qui portaient sur le sujet, par exemple, en violence conjugale, va s'intéresser au point de vue des praticiens, praticiennes, donneurs de soins. Moi, je voulais vraiment avoir les femmes les femmes survivantes, là, donc celles qui ont vécu les expériences et leur propre point de vue. Et je devais avoir le détail des expériences vécues. Pas nécessairement là, puis de la façon que les expériences de victimisation étaient faites, mais je devais avoir l'information que les femmes avaient bel et bien vécu une expérience d'agression sexuelle en enfance et au moins une expérience de violence par un partenaire intime, par une partenaire intime. Donc, je devais au moins avoir ces éléments-là d'identification des participantes pour pouvoir comme vraiment parler de revictimisation dans ce cas-ci. Je vous ai mis là les mots-clés qui avaient été utilisés pour trouver les articles qui portaient sur le sujet. Et le détail des procédures, on n'est pas obligé de regarder là, chacune des cases, mais ce que vous voyez en fait, c'est qu'on va partir d'une multitude d'articles qui ont écrit sur le sujet ou qui peuvent avoir abordé de près ou de loin ce sujet, et on fait un processus d'élimination selon les critères d'inclusion. Donc, sur le total de 276 articles, au départ, un échantillon final de 15 articles qualitatifs a été retenu pour les analyses. Il n'y avait pas de spécification par rapport à la date de publication, donc je regardais aussi dans les plus vieux articles, mais ceux qui ont été retenus, ça donne que c'était à peu près dans les 20 dernières années, donc le plus vieux article publié, si je peux dire comme ça, c'était en 2004. Pour assurer une certaine rigueur aussi scientifique à l'analyse qualitative, puisqu'il y a encore beaucoup de préjudices envers les études qualitatives. Ce qui a été fait, c'est un accord interjuge sur le niveau de scientificité de chacun des articles. Donc, à l'aide d'un fichier, euh, chacun des articles était analysé par les chercheurs de l'équipe là, sur l'article, selon est-ce qu'il y avait leurs objectifs étaient clairs, est-ce que le contexte était adéquat, est-ce que l'analyse des données est clairement détaillée. Donc, on donnait un pointage pour ensuite donner à peu près un pourcentage là, de rigueur scientifique des articles analysés pour un peu appuyer aussi là, la pertinence de ces articles-là dans nos analyses. C'est la partie un petit peu plus technique de la présentation d'aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, j'ai plein d'extraits par la suite. Au sein des échantillons, maintenant, je vais vous décrire un petit peu les participantes. Donc, comme je vous ai dit, c'était un des critères et je devais avoir certaines informations sur leurs expériences. Et donc, toutes les participantes qui ont été retenues à l'analyse, c'est des femmes qui ont vécu au moins une expérience d'agression sexuelle en enfance et au moins une expérience de violence conjugale à l'âge adulte. Généralement, en fait, c'était des études qui portaient sur la violence conjugale et que lorsqu'on faisait des entrevues avec les femmes, on se rendait compte qu'elles avaient également un historique là, de violence en enfance. Les études ont davantage, en fait, surtout été faites aux États-Unis et les échantillons étaient composés de femmes adultes âgées entre 18 et 74 ans. C'était des échantillons d'environ entre 6 et 142 femmes par étude, donc quand même assez variable pour le nombre de participantes. Et il y a 2 études que elles se sont concentrées sur un seul cas, donc c'est des études type études de cas. Ils sont allés plus en détail.
En termes de diversité aussi, à peu près la moitié des études étaient auprès de participantes là, d'origine ethnique diverses et même avaient ou exclusivement non caucasiennes. Donc, il y avait deux études spécifiquement qui portaient sur l'expérience des femmes latines, entre autres au Mexique. Là, une image de l'article même. Donc, pardon pour que ce soit en anglais. Mais vous voyez la partie ici là, qui décrit davantage l'échantillon. Donc, ce qu'on fait, c'est les mêmes procédés qu'on va faire dans une analyse qualitative. Donc, on va lire les extraits, leur attribuer des codes, euh, essayer de faire des regroupements, puis réinterpréter ces codes à l'analyse, là, dans le fond, de leur interaction aussi entre elles. Je vous fais ça de façon très brève, euh, pour essayer, en fait, d'en ressortir des catégories. Donc, qui va inclure les différents extraits, puis qu'est-ce qui ressort, en fait, des extraits qu'on analyse. Dans le fond, dans les résultats, ce que je vais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est qu'on a trouvé deux grandes catégories conceptuelles qui permettent de décrire, en fait, l'expérience des femmes survivantes de revictimisation. Là, pardon, c'est un peu des noms accouchés dehors, c'est assez long, mais je vais vous nommer, dans le fond, les deux grandes catégories. La première, les obstacles à l'action, un système de croyances reflétant un sentiment d'impuissance apprise qui entrave la capacité des femmes à se protéger et à prévenir d'autres victimisations. La deuxième catégorie, une boussole interne brisée, des distorsions cognitives brouillant les capacités d'évaluation du risque et les repères limitant leur habileté à rompre le cycle de revictimisation. Pour chacune de ces catégories-là, je vais vous les détailler et vous en sortir des extraits, puisqu'elles ont chacun aussi des sous-catégories. Donc, pour la première catégorie, on va parler de 6 grandes croyances erronées ou fausses croyances qui ont été identifiées dans le récit des femmes, qui véhiculent en fait peu d'espoir à un avenir sans violence. Et ça peut limiter en fait la prise de décision, par exemple, par rapport à la protection de soi. Je vous les nomme. Je suis captive. Je suis impuissante face à la violence. Je m'attends à la violence, donc que la violence est la norme. Que je me compromets, je devrais tolérer la violence sans me soucier de moi-même. Je ne peux pas m'en départir, donc la violence me définit. Je ne vaux rien, je suis vide ou je n'ai pas de valeur. Et la dernière croyance, tout est de ma faute, je suis responsable de la violence subie. La première partie que vous voyez ici en italique, c'est des extraits des participantes pour illustrer la sous-catégorie. Le numéro d'étude, en fait, c'est, juste pour votre information, c'est associé, en fait, à quelle étude on retrouve des extraits qui correspondent à ces catégories. Première catégorie, sous-catégorie, donc le fait de se sentir impuissante face à la violence. On va surtout voir des extraits qui vont parler de la croyance d'être prise au piège, d'avoir aucun pouvoir d'action contre la violence qui nous est perpétrée, de se sentir captive au sein de leur relation de couple par leur partenaire violent, mais aussi captive de leur contexte, captive de leur propre impuissance, captive de leur passé, captive de leur historique. Donc, c'était captive au sens large. Euh, dans un contexte comme quoi que leur contexte est inchangeable, en fait. Qu'on n'a aucun contrôle, on n'a aucun pouvoir d'agir. Le fait aussi de se sentir même si on voulait, on fige, on est incapable de se défendre. Donc, que c'est incontrôlable et, comme je disais, inchangeable. Je vous en donne deux extraits qui vont parmi les multiples qui font partie de cette catégorie. Traduction libre, comme je vous dis, les extraits sont en anglais de manière originale. Je le sentais dans mon corps. J'ai compris que j'étais tout simplement victime d'abus, mais je pouvais rien y faire. L'autre extrait.
C'est comme s'il y avait de lourdes chaînes qui me liaient, qui m'empêchaient d'être moi-même, piégée dans le passé. Il n'y a pas d'ici et de maintenant. C'est lié à la revictimisation. Lorsqu'on est captive, on n'est pas vivante, on est emprisonné, on est enfermé dans une pièce ou une cellule. Donc, l'image très forte de, justement, de sentir captive. La deuxième sous-catégorie, comme quoi que la violence est la norme, c'est basé à la fois sur la croyance que la violence, en fait, c'est normal dans les relations amoureuses, dans la vie de façon générale. Les violences dans les relations interpersonnelles, c'est la norme. Euh, une sorte d'acceptation du contexte abusif dans lequel elles vivent, dans lequel elles se trouvent. On peut voir le lien avec le fait qu'avoir vécu des violences en enfance et qui continuent à l'âge adulte, en fait, c'est comme une continuité de quelque chose de normal qu'elles connaissent. Euh, Plusieurs femmes aussi vont mentionner d'emblée s'attendre à de la violence de la part de leur partenaire, leur prochain partenaire ou leur récent nouveau partenaire, qu'elles ont ces attentes-là, que c'est normal et même prévisible. Deux extraits. Donc, Jessie qui dit: je m'attendais à de la violence physique, je m'attendais à de la violence émotionnelle. Vous savez, quand vous grandissez, vous pensez que c'est normal. Je m'attendais donc à ces choses-là. Et Thierry qui dit: c'est pourquoi je me suis pas levée, que je ne suis pas partie, je me suis pas éloignée, parce que je connaissais cette douleur, celle de rester là et de permettre à quelqu'un de me traiter comme il le souhaitait. C'est puis là je mets entre guillemets le confort, mais en fait c'est quelque chose qui est connu, un contexte violent. Je me compromets, donc je devrais tolérer la violence sans me soucier de moi-même. Là, pardon, normalement je vais apparaître l'image après. Mais c'est surtout en fait orienté sur la croyance qu'elles devraient tolérer la violence, que leur protection, leur sécurité, ce n'est pas une priorité dans leur vie. Elles devraient se contenter de la relation qu'elles ont présentement, notamment parce que parfois, ce qu'elles vont mentionner, c'est que leur partenaire pourrait être pire, ou elles ont déjà vécu pire. Donc, c'est pas si pire que ça finalement. Euh, ou bien elles devraient se compromettre pour des raisons extérieures, comme par exemple le maintien de la famille, aux dépens de leur propre sécurité. Il y a une certaine composante genrée qui pouvait sortir aussi parfois de leur extrait, donc tolérer la violence, c'est ce qu'elle doit faire pour comme bonne femme, comme bonne partenaire. Des exemples d'extraits. Donc, Elga qui dit: je sais que ça paraît complètement fou, mais ma vie a tellement été merdique que c'est le mieux que j'ai pu avoir. Et c'est comme si celui à qui je tiens tant voulait me tuer, je lui disais presque: d'accord, vas-y et fais-le. On peut rendu là. Du second extrait. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé et j'ai tellement toléré, mais j'ai fini par me compromettre moi-même. Euh, Cinquième catégorie. Je ne peux m'en départir, la violence me définit. Donc, c'est vraiment, ça revient beaucoup au côté que les femmes ont l'impression d'avoir été souillées par leurs expériences, contaminées, euh, que ça les suit en fait tout au long de leur vie, que c'est une partie intégrante d'elles-mêmes qui détermine qui elles sont et aussi la vie qu'elles vont mener. Elles sont endommagées par les expériences de victimisation et que les premières expériences de victimisation qu'elles ont vécues les ont propulsées dans une trajectoire de vie qui est chaotique, tumultueuse, empreinte de violence. Que c'est indétachable en fait d'elles-mêmes et que représente une partie importante de qui elles sont. Donc deux extraits. J'ai l'impression de marcher, d'avoir derrière moi un poids que je ne peux pas un poids, mais une tâche que je ne peux pas effacer, un peu comme la marque de Cain. Un autre extrait. Quand on a été battu dans plusieurs relations, en plus d'autres choses qui nous oppressent, on perd une partie de soi. Donc, je ne vaux rien, je suis vide ou je n'ai pas de valeur. Donc, la croyance beaucoup que les femmes vont rapporter, c'est elles se croient vides. Elles vont avoir parfois une haine aussi envers elles-mêmes. Qu'elle ne vaut pas la peine d'être sauvée de la violence, que leur expérience, en fait, est comme plutôt futile. Euh, Puis même jusqu'à une participante qui mentionnait que la seule valeur personnelle qu'elle s'attribuait, c'était la valeur qu'elle avait pour son agresseur.
Deux extraits. Je ne m'aimais pas, il m'était donc très difficile de m'apprécier pour ce que j'étais. Et Bella qui dit, il y a toujours ce vide, on essaie de le combler. Ça ne peut pas être ni un homme ni de la drogue. Donc ce sentiment de vide là, qui ressortait beaucoup. Et j'ai le goût de vous jaser, mais il est déjà rendu midi et demi. Euh, et le dernier extrait, tout est de ma faute, je suis responsable de la violence subie. Hein. Donc là, c'est vraiment de croire que elles sont responsables des abus et de la violence qu'elles ont subis, mais aussi des conséquences qui en découlent. Donc, un grand sentiment de culpabilité qui les habite. Elles vont s'accuser aussi même de provoquer les abus, les violences qu'elles subissent. Donc, deux extraits. J'avais l'impression d'avoir tout gâché lorsqu'elle a porté plainte envers son ex-partenaire. Je n'avais pas le choix. J'avais le sentiment que c'était moi qui l'avais trahi. Parfois, j'avais l'impression que c'était de ma faute. Et Consuelo qui dit, je pensais que c'était, là en parlant de l'agression sexuelle vécue en enfance, de ma faute que j'étais une mauvaise personne. Puis un peu que c'était pour ça que ça leur était arrivé. Je passe maintenant à la seconde catégorie, qui est plus en lien avec des distorsions cognitives, l'impression d'avoir une boussole interne brisée, qui vient encore une fois des propos là, même des participantes. Donc, comme quoi en fait qu'elles peuvent avoir, que leur première expérience de victimisation a déjà nuit, briser un peu leur capacité de détection des signaux de danger ou à risque, euh, ou de leur évaluation des autres. Donc, il y a comme trois grandes sous-catégories. Une, passer le feu rouge, donc ne pas reconnaître la violence ou ne pas écouter les signaux de danger ou son intuition. L'autre catégorie, c'est à qui faire confiance, une évaluation biaisée des intentions d'autrui qui se divise comme en deux sous-catégories, d'avoir à la soit une confiance qui est aveugle envers les autres ou une méfiance qui est plus systématique à l'égard des autres. Et finalement, l'idée d'être sans direction, une perte de repère dans les différents aspects de leur vie. Donc, passer le feu rouge, ne pas reconnaître la violence ou ne pas écouter les signaux de danger, vient vraiment beaucoup avec le fait que les femmes vont mentionner avoir un système d'alarme qui est défectueux. Quand il y a une situation à risque ou une situation violente, euh, soit elles font pas confiance à leur intuition ou elles n'entendent pas à temps les signaux de danger. Il est déjà un peu trop tard. C'est vraiment l'impression qu'elles vont transmettre. Euh, Ça va être aussi parfois lié avec des stratégies de... Quand les émotions sont difficiles à vivre, il va y avoir des stratégies un peu d'évitement expérientiel qui peuvent nuire à la détection des signaux, comme des comportements de consommation. Elles vont aussi beaucoup parler que le choc vient après les événements, qu'elles ont réalisé seulement après que ce qui venait de se passer, c'était de la violence. Et comme si, en fait, elles n'avaient pas eu ce signal d'alarme-là qu'elles sont supposées avoir. Donc, deux extraits. Je pense que je ne savais pas où mettre mes limites et que je ne savais pas qu'ils dépassaient mes limites. Je pense que lorsque mes feux rouges ont commencé à clignoter, le stade du feu rouge était déjà dépassé et l'appareil était déjà cassé. Un autre extrait, Sharon qui dit, le choc vient après. Non, pendant que cela se passe, je me dispute avec moi-même. La voix de l'envie, du besoin, du désir de franchir ses limites est plus forte que le son de l'alarme. Donc, le fait aussi de ne pas comme écouter cette petite voix intérieure. À qui faire confiance? Donc, la confiance aveugle envers les autres et d'où vient l'extrait là, qui est le titre de la présentation d'aujourd'hui. C'est beaucoup avec le fait de rechercher l'attention, l'amour, l'affection, qui vont chercher ce besoin-là à combler et qui vont avoir une confiance un peu totale, aveugle envers leur partenaire jusqu'à ce que ce dernier ne les trahisse. Euh, donc, ce besoin d'être aimé-là qui est très fort, souvent accompagné aussi d'une faible estime de soi. On a vu tout à l'heure une haine de soi qui les met particulièrement à risque là, d'être ciblés par des personnes qui sont abusives. Donc, Jean qui dit, je n'avais pas d'amour propre, mais je pense que je cherchais l'amour. Peut-être parce que je ne pouvais pas l'obtenir chez moi, mais plus je cherchais, plus on voulait m'exploiter. Et Elga qui dit, et ça faisait moi une proie facile, quelqu'un qui était déjà en quête d'attention et de contact. C'est comme ça que je me sentais. Wow,
Comme j'avais besoin de proximité, d'attention, d'être prise en charge et d'appartenir à quelque chose, j'étais donc une cible facile pour lui. De l'autre côté, peut-être de façon peut-être un peu plus surprenante, la méfiance systématique à l'égard des autres était beaucoup plus en vrai avec le fait de s'isoler, d'avoir peu de relations interpersonnelles dans lesquelles on peut justement faire de dévoilement des violences subies, puis une peu de confiance envers les autres. Entre autres, les donneurs de soins, praticiens, praticiennes. Donc, ce qui, justement, peut-être peut les mettre à risque de maintenir, de rester dans les relations violentes, puisque elles n'ont pas confiance que possiblement il y a d'autres personnes qui les traitent mieux. Euh, Ça vient beaucoup aussi des extraits qui mentionnaient en fait que l'expérience d'agression sexuelle en enfance, lorsque cette expérience-là a été dévoilée, lorsqu'elle n'a pas été crue, vient vraiment ancrer cette méfiance systématique que ça ne sert à rien non plus de dénoncer ou de chercher de l'aide, puisque personne ne va nous aider. Et maintient en ce moment-là les femmes là, dans la violence subie en contexte conjugal. Deux extraits. Je préfère régler les choses avec lui plutôt que de recommencer tout ça avec quelqu'un d'autre. Je ne fais confiance à personne d'autre. Ou Anna qui dit mes relations ont toujours été négatives, qu'il s'agisse d'amitié ou de relations intimes. Je n'ai jamais vraiment eu confiance. Vous savez, j'avais 8 ans quand j'ai été agressée sexuellement et personne ne m'a cru. Alors je n'avais pas l'impression que les autres étaient dignes de confiance. Le dernier point, sans direction, la perte de repère. C'est peut-être celui-là qui est un peu plus flou dans les sous-catégories, parce que les femmes vont mentionner en fait avoir le sentiment que leurs expériences d'abus, leur expérience d'agression sexuelle, leur expérience de violence conjugale a vraiment changé leur perception du monde, leur perception de c'est quoi une sexualité saine, une relation saine, qu'elles n'ont pas de modèle sain, par exemple, et que donc leur perspective, ou du moins leur perception de leur propre impression est biaisée. Donc, encore une fois, ne pas faire confiance à leur intuition, leur propre compréhension. Puis on peut imaginer après des expériences, par exemple, de gaslight continu, de contrôle, parce qu'on a l'impression, en fait, que on peut pas se faire confiance nous-mêmes et ça se retrouve, en fait, dans différents aspects de leur vie. Des cliniciens, cliniciennes ont aussi partagé, en lien avec cette catégorie-là, ont aussi partagé qu'on voit les femmes qui sortent des maisons ou qui sont à la maison des fois et qui ont l'impression en fait qu'elles peuvent rien faire, que même remplir un formulaire, c'est une tâche qui paraît insurmontable, que tout est comme les repères, tout est un peu flou, tout est un peu désorganisé, que c'est étourdissant pour ces femmes-là de se retrouver tout d'un coup là, qu'à devoir faire les choses elles-mêmes alors qu'elles ont tellement été contrôlées pendant longtemps. Donc, c'est un peu ce point-là, là, sans direction. Deux extraits qu'on ressort. L'agression sexuelle a un impact définitif sur ma façon de voir le sexe. Je dois simplement l'oublier car je sais qu'elle a déformé ma façon de penser. Donc, vraiment une vision là, biaisée de la sexualité. Je suis sans direction, sans connaissance. Mon monde s'est effondré lorsqu'elle a quitté la relation violente. Donc, en gros, là, ce que je veux qu'on retienne des catégories ou de cette étude-là, c'est qu'il y a énormément de similitudes entre les expériences des survivantes, peu importe comme au travers les différentes études, au travers différents échantillons, d'échantillons diversifiés, on retrouve quand même des points communs dans la façon que les femmes comprennent leurs expériences de victimisation et de revictimisation, et qui semblent avoir un effet en fait de cristallisation des fausses croyances ou des distorsions cognitives au travers les expériences de victimisation. Donc, on pourrait avoir une première expérience de victimisation qui augmente nos facteurs de vulnérabilité, qui nous fait faire certaines croyances qui sont fausses, hein, comme j'ai été victimisée, ça doit être de ma faute. On perd d'espoir peut-être par rapport au futur, à l'avenir. Et ceci, en fait, nous embarque dans un cercle vicieux qui, lorsqu'on est revictimisé, a un peu un effet confirmatoire de de ses fausses croyances-là. Et à chaque expérience de victimisation, semblerait comme justement cristalliser que ben, nos fausses croyances, nos distorsions cognitives, en fait, c'est la réalité.
diminue le sentiment d'espoir que ça va s'améliorer. Ça qui augmente notre vulnérabilité à rester dans une relation violente ou retomber, en fait, d'être ciblé particulièrement par des personnes mal intentionnées, abusives, et nous repropulse, en fait, dans ce cercle-là. Et ça passerait notamment par que les abuseurs, les agresseurs vont venir diminuer le sentiment d'efficacité personnelle, l'estime de soi, le sentiment d'espoir qu'elles peuvent s'en sortir. Et ça agit comme barrière à sortir du cycle. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les expériences de victimisation, agression sexuelle en enfance et violence conjugale ont une potentielle séquelle sur l'identité de ces femmes-là. Donc, des séquelles identitaires. On peut voir qu'elles ont généralement une faible estime d'elles-mêmes, hein, surtout lorsque, en plus, leur abuseur continuellement leur rappelle qu'elles valent rien, euh, que sans lui, elles sont rien, choses comme ça. Le sentiment d'avoir peu de valeur, de vide, de pas se connaître. Tout ce qu'elles connaissent, en fait, sont tellement en hyper-vigilance dans leur contexte de vie aussi. Euh, Puis marcher sur des œufs pour pas provoquer la colère de leur partenaire, que, tu sais, elles n'ont pas vraiment de temps à réfléchir à savoir qu'est-ce qu'elles aiment, qui elles sont, à l'extérieur aussi de cette relation-là qui est tellement prenante, qui est tellement contrôlante, puis qui est une continuité de la violence qu'elles ont subie aussi en enfance. Euh, Parfois aussi de vouloir plaire, essayer justement de ne pas provoquer la colère, la violence des autres, et donc, puis d'essayer de se faire petite, puis d'essayer de plus s'adapter, puis de finalement justement d'imprégner la personnalité de son agresseur parce qu'elles ne se connaissent pas. Tout ce qu'elles connaissent, c'est lui, par exemple. Le sentiment d'impuissance. Et donc, vraiment des impacts notables sur l'identité. Bon, je me rends compte, là, j'avais vraiment trop mis dans ma présentation, je suis désolée. Mais j'ai mis quelques éléments qui pourraient être pertinents, là, notamment à prendre en considération pour l'intervention en lien avec l'identité. Donc, d'essayer de mettre de l'avant les forces, les qualités, les compétences de la survivante. Favoriser aussi le développement de compétences, de hobbies, de choses qu'elles aiment, qu'elles se sentent bonnes à faire, pour justement aussi favoriser l'empowerment, plus un peu un sentiment de contrôle dans leur vie et travailler sur la réduction du blâme de soi et les croyances erronées envers soi. Je parle ici un peu d'autorégulation, donc justement le fait qu'il y en avait beaucoup qui avaient des activités réductrices de tension qui étaient plutôt néfastes comme consommation. Parfois, on voyait le côté, le système d'alarme, de ne pas se connecter avec son corps dans le moment présent, d'essayer de faire une reconnexion, d'éviter la dissociation, d'améliorer justement la capacité de détecter les signaux puis d'agir dans peut-être des capacités d'autodéfense ou de retrait dans le besoin. Donc, pour l'intervention, c'est favoriser la reconnaissance, la régulation, l'expression adéquate des émotions, même les émotions qui sont inconfortables. Réduire seulement les affects négatifs liés au trauma comme la honte, la stigmatisation. Promouvoir des stratégies de coping, des stratégies de régulation émotionnelle qui sont plus adaptées ou moins néfastes pour la survivante. Et travailler sur justement la détection des signaux de danger, mais aussi comme de reconnaître c'est quoi ses limites, puis être capable de façon comme plus assertive de les mettre en place. Puis une boîte à outils là, lorsqu'on se sent là, en détresse. Et pour le fonctionnement relationnel dans les extraits, je pense que peut-être que pour plusieurs d'entre vous, ça le fait du sens qu'on parle confiance aveugle, méfiance thématique. On peut voir des enjeux avec l'anxiété d'abandon, évitement de l'intimité, vraiment les enjeux d'attachement ici. Ce qu'on peut faire en intervention, de garder en tête, bien assurer en fait l'établissement de l'alliance, d'essayer d'être cette personne-là avec qui on peut vraiment établir un lien de confiance avec l'individu, peut être une relation qui est positive, un modèle de relation positive avec la survivante. Travailler les habiletés relationnelles au-delà, à l'extérieur même aussi du couple pour avoir comme briser l'isolement, essayer d'établir seulement des liens de confiance, un réseau de soutien, puis de être capable de peut-être reconnaître, d'aider la personne à reconnaître lorsque c'est l'activation ou la désactivation du système d'attachement qui est en jeu. C'est reconnaître quand est-ce que c'est des signaux de rejet en fait qui sont
perçu et pas tant dans le réel, notamment, ou reconnaître lorsqu'on est très activé au niveau du système d'attachement. Ah, je passe vite, là, mais je vous voulais en mettre plus que pas assez. Euh, Ce que je vous amène aussi à amener, c'est d'adopter une pratique sensible au trauma. Gardez en tête que lorsque vous voyez des survivantes avec vous de violences conjugales, d'évaluer l'historique de victimisation aussi, parce qu'elles ont probablement vécu d'autres expériences de violence auparavant, y compris l'agression sexuelle. Et reconnaître pour vous aussi, c'est quoi les impacts possibles de trauma multiples sur l'individu dans l'établissement du lien avec cette personne-là. Puis comme les entraves, les obstacles que ça peut avoir au suivi. Au besoin de promouvoir un traitement axé sur le trauma ou référé en thérapie d'exposition pour le trauma si on voit des symptômes de stress post-traumatique, mais c'est aussi de déconstruire les fausses croyances, les distorsions cognitives, les pensées automatiques qui sont cristallisées et de faire de la psychoéducation avec les survivantes sur c'est quoi les séquelles du trauma, puis c'est quoi des relations saines et égalitaires. Et j'en parle beaucoup là, dans l'article, mais la présence attentive, donc le côté de self-awareness, conscience de soi dans le moment présent, dans le non-jugement, plein de stratégies de présence attentive là, qui sont associées à la réduction des séquelles du trauma, puis qui peuvent favoriser justement les habiletés préventives puis de protection de soi. J'en ai mis, parce que je vous parle flexibilité psychologique, capacité de d'exposition à ses émotions, à ses états internes, diminution de stratégies de coping qui peuvent être néfastes, tout associé avec la présence attentive, qui peuvent être un outil particulièrement utile là, en intervention. Je vous ai mis qu'est-ce qui existe aussi en thérapie. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous là, qui sont psychothérapeutes, mais il existe des thérapies là, qui sont vraiment axées sur le trauma puis qui vont travailler sur la déconstruction des pensées automatiques, des distorsions cognitives ou des fausses croyances, puis qui vont travailler beaucoup aussi sur l'impact du premier trauma qui semble en fait, ce qu'on voit, c'est que les séquelles du premier trauma augmentent la vulnérabilité de la survivante à vivre d'autres expériences. Puis je voulais finir, bon, des limites de l'étude, je voulais finir sur une petite touche d'espoir que malgré le fait que je parle de cristallisation puis d'une boucle sans fin, ces femmes-là qui étaient dans les études ont réussi à s'en sortir, puis à parler à quelqu'un, puis à aller rechercher de l'aide. Donc, je vous ai mis aussi des extraits un petit peu plus positifs en lien avec qu'est-ce qu'elles ont vécu. Comme quoi, Jessie dit, c'est quelque chose qui m'est arrivé, mais qui ne définit plus qui je suis aujourd'hui. Donc, tout espoir n'est pas perdu. Les participantes font preuve de beaucoup de résilience et on apprécie énormément qu'elles ont partagé euh, leur récit par rapport à leur vie. L'article est disponible en libre accès, donc si vous voulez aller le lire, il a été publié en 2024. Je vous remercie pour cette course et je laisse place maintenant là, à la discussion.